Bonjour Guy-Philippe Goldstein, merci d'être avec nous. Bonjour Demet. Vous êtes romancier, mais aussi et surtout conseiller auprès de grands groupes dans le domaine de cybersécurité, cyberstratégie, notamment en matière militaire. Alors pourquoi est-ce que Barack Obama, pour des questions de défense et de sécurité, fait appel aux entreprises privées, aux startups et aux géants du net? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce risque de cybercriminalité qu'on a évoqué est un risque en évolution constante, dont le coût est environ autour de 0,5% du PNB mondial. Mais on voit qu'une évolution très forte au cours, par exemple, des 2 dernières années. Il y a eu autant de maliciels qu'au cours des 10 dernières années. Et il y a une prise de conscience qu'il y a un problème économique grave, au-delà d'un problème politique qu'on pourra évoquer. Et à côté de ça, on se rend compte que la lutte, cette lutte informatique, ces éléments de cyberdéfense, nécessitent du renseignement, de la collecte d'informations pour être bien sûr de savoir qui attaque vraiment, pour quelles raisons, avec quelle fin. Et donc pour toutes ces raisons-là, on a besoin de collecter du renseignement et à date, il y a encore beaucoup de difficultés de coopération aux États-Unis, mais c'est le cas aussi en Europe, c'est le cas même dans des pays avancés comme Israël, beaucoup de difficultés de coopération entre les acteurs privés et les acteurs publics. Mais enfin, on a bien vu, et il y a des exemples, que les États-Unis n'ont pas eu besoin de la coopération des géants du net. Et surtout, les gouvernements, aujourd'hui, sont derrière des attaques informatiques extrêmement complexes. Oui, mais il y a une grande différence entre ce qui est une attaque, une opération offensive, et la défense. Dans la défense, on ne sait pas qui nous attaque et les choses peuvent être assez brutales. On parle de 0D en informatique, c'est le jour de l'attaque et tout d'un coup, il y a plein de choses qui se passent. Et pour être bien sûr à nouveau d'avoir les éléments qui permettent de se dire « je sais qui est en train de le faire » et de pouvoir les communiquer aussi à ses alliés, si ce sont des questions graves, si ce sont des attaques graves, eh bien il faut avoir tout un ensemble de preuves. Et l'établissement de ces preuves, c'est compliqué et ça demande beaucoup d'enseignement. Mais alors, comment les gouvernements vont collecter énormément d'informations, de données sur tout un chacun? Comment analyser ces données qui sont évidemment, qui se comptent par millions, voire même milliards de données? Alors, il y a... Dans les attaques les plus avancées, il y a effectivement toutes les données qu'on peut collecter sur le net, les opérations, tout ce qu'on peut voir de ce qui se passe sur les serveurs. Et c'est de comprendre en particulier quelles sont les anomalies, à savoir pourquoi tout d'un coup il y aurait tel ou tel serveur qui aurait ce comportement-là alors que d'habitude il y en a un autre, ce qui peut être un indice avancé qu'il y a une attaque. Puis à côté de ça, quand on se rend compte qu'il y a un problème, il faut à nouveau être capable de savoir d'où ça vient. Et là, ça devient très compliqué parce que c'est une des qualités, des caractéristiques de cet environnement cyber, c'est qu'on peut cacher les traces, les origines réelles de l'attaque. Très bon exemple, c'est ce qui s'est passé avec Sony Pictures Entertainment, où tout ce qui était du domaine de l'analyse de la technique, des tactiques, des procédures de l'attaque, pour ce qui est des analystes de cyberdéfense, il n'y a pas eu de conviction claire que ça venait de la Corée du Nord. En fait, cette preuve n'a été a priori apportée que par d'autres types d'informations, qui est tout simplement de la collecte de signaux qui auraient été faits par la NSA et qui ont montré des choses assez classiques, à savoir qu'il y aurait probablement des informations à l'intérieur du Politburo nord-coréen qui ont montré qu'en fait, ils étaient effectivement à l'origine de l'attaque. Mais on voit là la difficulté à identifier l'agresseur. Alors, on va continuer et on va aborder d'autres volets de cette question. Mais d'abord, je vous propose de regarder ce reportage. Des médias belges et français ont lancé Source Sûre. C'est une plateforme Internet qui va inciter des lanceurs d'alerte comme Julian Assange ou Edward Snowden à confier des données confidentielles à des journalistes d'investigation tout en préservant leur anonymat. John Kiriakou, Irène Frachon ou encore Edward Snowden, des noms qui ont popularisé le terme de lanceur d'alerte. John Kiriakou, ex-agent de la CIA, a révélé l'utilisation de la torture par ses services. Le docteur Irène Frachon, que le médicament Mediator utilisé en France comme coupe-faim, était en réalité un poison. Quant à Edward Snowden, son nom est à jamais associé au scandale des écoutes téléphoniques.
Lanceur d'alerte, un terme qui colle bien aussi au site d'information Mediapart. Un de ses fondateurs était l'invité de la première. Il y a eu des affaires où c'est nous-mêmes qui avons trouvé quelque chose qui était caché, d'autres affaires où ce sont des sources qui nous ont contactés, et puis d'autres affaires où nous nous sommes retrouvés avec des interlocuteurs qui eux-mêmes ont assumé publiquement ce qu'ils faisaient. Choisir d'être lanceur d'alerte n'est cependant pas sans risque. En dévoilant des listings d'évadés fiscaux de la banque HSBC, Hervé Falciani a dû fuir la Suisse par peur de représailles. Ils prennent leurs risques, mais ils se trouvent d'abord seuls et ils ont beaucoup de mal ensuite à retrouver un emploi, à retrouver du travail, etc. Donc nous, notre responsabilité à nous, journalistes, nous avons une dette à leur égard qui est de leur offrir, de défendre, de demander un statut, une protection. C'est dans cette idée qu'est née Source Sûre, une plateforme ultra sécurisée pilotée par 4 médias francophones dont la RTBF. Toute personne pourra y déposer un document sensible en restant anonyme et intraçable. Sans lanceur d'alerte, sans cette protection des sources, nous ne sommes rien, nous les journalistes d'investigation, nous ne pourrons faire qu'une chose, c'est redélivrer de la communication prémâchée. Nous devons pouvoir travailler avec des gens qui nous permettent de faire notre travail, de vérifier les informations et d'aller au-delà des apparences. À peine lancée, Source Sûre a déjà reçu ses premiers dossiers. Pour les journalistes, commence un vrai travail de tri entre simple délation et vrai délit. Guy-Philippe Goldstein, comment allier sécurité intérieure et liberté, surtout depuis les attentats de Paris et de Copenhague plus récemment? C'est une vraie question, parce que d'un côté, il faut bien voir que cet espace d'Internet doit demeurer un espace de droit. Il existe par exemple en France des règles très simples pour autoriser ou non les écoutes administratives. Il y a la nécessité aussi, pour les questions qui ne sont pas les questions de terrorisme ou de sécurité nationale, d'un encadrement judiciaire de ces écoutes. Ces mêmes règles doivent absolument s'appliquer à l'univers de la surveillance sur Internet. Et puis évidemment, il faut éviter qu'il y ait des abus, que des informations qui sont collectées pour des questions d'investigation policière soient réutilisées à d'autres fins. Mais à côté de ça, on le voit bien avec le terrorisme, il faut des éléments de surveillance. Et la vraie question aujourd'hui, c'est quels doivent être les niveaux, les différents paliers de surveillance nécessaires par rapport à l'information qu'on collecte. Et là, il faut le dire, on est aussi un petit peu dans un espace d'expérimentation où on va utiliser le big data pour essayer de comprendre. Mais c'est très compliqué, il faut toujours que ce soit encadré par le droit. Alors, il y a aussi un énorme vide juridique. Il n'y a aucune autorité de régulation globale. Est-ce que les États, au fond, ont intérêt à ce qu'il y ait un cadre juridique strict pour encadrer justement ces informations? On le voit bien, Internet, en fait, est devenu un formidable espace de renseignement. Bon. Et donc, forcément, les États veulent bien coopérer, forcent la coopération avec leurs acteurs privés. C'était le sens de l'intervention du président Obama à Stanford. Mais après, dans la coopération entre États, eh bien, on est dans ces questions de renseignement où je garde mes billes, tu as tes billes, on va voir si on peut se les échanger. Et avoir une plateforme internationale qui régirait ça, aujourd'hui à date, c'est un petit peu une utopie. Merci beaucoup Guy-Philippe Goldstein d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Babel Minute Zéro chez De Noël. Vous imaginez une 3e guerre mondiale déclenchée par un tsunami informatique. Merci d'avoir été notre invité.